Petite vidéo pour vous parler de la loi de transformation et plus particulièrement sur l'article 26 dans le projet initial de la loi qui est devenu l'article 28. Donc vous avez eu au niveau de l'Assemblée nationale deux séances, le 2 et le 3 mai. Ce qui m'a intéressé essentiellement dans un premier temps, c'était vraiment l'article 28 qui concernait le fait qu'un fonctionnaire peut être transféré d'office dans le privé en cas de délégation de service public, ce qu'on appelle les DSP. Et vous constaterez comme moi ce que dit Madame la rapporteuse ainsi que le ministre, qui sont des exemples et des précisions assez intéressantes. Et il faudrait faire très attention parce que justement, ça mérite d'apporter des éclaircissements qu'on ne voit pas autre part. Vous constaterez aussi comme moi que la salle au niveau des députés est assez vide. Euh, Peu de gens sont présents pour cet article qui est pour moi très très important. Je ne parle pas des autres articles en si leur importance, mais là c'est carrément quand même des conséquences dans les trois fonctions publiques, c'est pas rien. Donc en fonction de cette vidéo, j'interviendrai, je ferai les commentaires en fonction des uns et des autres. Voilà, à tout de suite. Oui, mais par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que soit facilitée la privatisation de services publics par l'instauration d'un cadre juridique préparant et ancrant la transition des agents publics dans le privé. Première partie, on parle bien que le fonctionnaire est contraint d'être détaché d'un service public au service privé d'office en CDI. Donc on parle bien de CDI, ce qui inclut pas mal de choses après, dont je discuterai un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, c'est l'obligation d'un fonctionnaire qui n'a pas du tout le choix s'il y a une délégation de service public, ce qu'on appelle une DSP dans le privé, de passer dans le privé et en CDI. Ce qui inclut, derrière, qu'en cas de litige, ce n'est plus le TA, mais les prud'hommes. Juste une petite précision dans un premier temps. Et c'est vrai que j'avais oublié, il y avait eu un lancement, vous faites bien d'en parler, Monsieur le Ministre, sur la DGE. C'est vrai que l'État a créé une start-up, donc on est pour aider les PME, on est vraiment dans cette nouvelle logique, effectivement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le titre des Échos. Hein, c'est l'État lance sa start-up. Quoi. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans cette ambiance de travail qui est un peu étrange. Non, l'État n'est pas une entreprise privée. L'État ne fonctionne pas comme une entreprise. Pourquoi? Parce l'État poursuit l'intérêt général, les fonctionnaires poursuivent l'intérêt général, et on va finir par douter que ce soit aussi votre objectif, même si moi je n'ai plus aucun doute sur le sujet. Madame Paul-Angevin. Oui, nous demandons la suppression de l'article 28 car nous ne sommes pas d'accord avec l'idée qu'un fonctionnaire peut être contraint à être détaché d'office dans le privé en cas d'externalisation de son service ou de ses missions dans le cadre d'un CDI. Nous pensons que le fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son emploi. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Mais je ne suis pas favorable à la suppression de cet article qui crée un mécanisme de détachement automatique pour les fonctionnaires concernés par l'externalisation de leur activité visant à faciliter les opérations de transfert de la dite activité vers une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un service public industriel et commercial. Cet article apporte en effet d'une part une vraie souplesse aux employeurs publics, mais l'accompagne de réelles garanties pour les fonctionnaires. Salaire équivalent, temps passé est considéré comme du service effectif dans le corps. Le fonctionnaire est réintégré de plein droit s'il est licencié. Et enfin, il peut réintégrer l'administration avec un préavis de 3 mois. Donc je crois que l'encadrement de cette disposition est suffisante et c'est donc un avis défavorable. Madame la rapporteure dit des choses très intéressantes concernant la réintégration des agents. Alors je ne parlerai pas du salaire équivalent, on en parlera un peu plus tard, mais elle dit en cas de licenciement, donc l'agent serait réintégré. Moi, je me pose une question, je suis dans le privé, délégué, on m'a fait une délégation de service public, et puis mon employeur décide de me licencier. Alors, quel va être le motif? Mais je risque d'être licencié, on me dit, vous serez réintégré dans la fonction publique. J'imagine mal un maire dire, bah, attendez, pourquoi vous avez été licencié, quel était le motif, et ainsi de suite. Donc, on pourrait très bien imaginer que le motif de licenciement, je sais pas, désobéissance ou n'importe quoi, fait que le maire pourrait très bien dire, bah, écoutez, moi je considère que ce motif de licenciement n'est pas très compatible avec la fonction de fonctionnaire, et puis derrière, bah, pourquoi pas avoir une suspension, je vais aller jusqu'au bout, et puis aller à un conseil de discipline pour une révocation. Ça peut être quelque chose qu'il faut se dire. Qui dit licenciement, c'est pas forcément licenciement économique, ça peut être aussi licenciement pour faute.
Donc ça, c'est une première chose. Si un licenciement économique, les règles sont très précises, on vous dira, vous devez réintégrer votre collectivité d'origine. Et on en reparlera un petit peu plus loin. Ensuite, on vous dit aussi que l'agent peut réintégrer dans l'administration dans les 3 mois. Alors, on vous dit bien, réintégrer dans l'administration dans les 3 mois, on ne vous dit pas si c'est son administration d'origine. Pour moi, ça peut être l'administration d'origine, comme ça peut être une administration de l'extérieur. Mais j'imagine mal l'agent demander sa réintégration alors qu'il y a une délégation de service public, que le maire va dire, bah, écoutez, vous demandez une réintégration, mais excusez-moi, mais j'ai fait une délégation de service public. Si vous réintégrez, ça va être forcément en surnombre. Donc c'est l'article 97, ce qui fait que quelque chose qu'on subit va se retrouver avec un surnombre, avec l'application des pénalités au bout d'un certain temps, les 5% jusqu'à hauteur de 50%. Donc on a tout perdu dans cette histoire. Donc ça, il faut y faire attention. Donc voilà, dans un premier temps, les premières observations par rapport à Mme la rapporteuse, qui parle aussi du salaire équivalent, mais ça, on en reviendra un petit peu plus loin. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis. Excusez-moi, par contre, j'ai peut-être raté quelque chose. J'ai pas vu l'article qui prévoit qu'un service privé puisse être rendu public et qu'on intègre automatiquement dans la fonction publique les gens qui le composent. Parce qu'il y aurait pu avoir un pendant, on aurait pu se dire, bah, dans un sens, on va se séparer de certains services, hein, et puis on va obliger les gens à se détacher sur un CDI, et puis d'un autre côté, on aurait pu dire, bah, le périmètre de l'État ou des services publics va s'étendre à des services qui sont aujourd'hui privés, et intégrer ces gens à la fonction publique. Mais non, parce que votre objectif, finalement, n'est que de privatiser et de se séparer de services publics, de réduire le périmètre des services publics. Alors le détachement d'office, en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, vous allez lui expliquer, bah, écoute, soit tu prends le CDI, soit tu mutes à 40, 50 km. Donc qu'est-ce qu'il va faire, hein? L'opportunité qu'il a de garder son statut de fonctionnaire va lui passer sous le nez en réalité, et il va être contraint plus ou moins directement à accepter des conditions plus précaires que ce que lui permettait de conserver son statut. Et encore une fois, l'objectif, on le voit bien, il est de réduire le périmètre de l'État, de réduire le périmètre des services publics, avec un dogmatisme et un zèle que même vos prédécesseurs n'ont pas osé mettre en œuvre. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je ne peux pas vous laisser dire que le statut sera plus précaire, puisqu'en l'occurrence, le salaire sera équivalent. Le temps passé est considéré comme du service effectif. Il ne perd pas son statut de fonctionnaire. Il est réintégré de plein droit et il peut réintégrer son administration avec un préavis de 3 mois. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il perd des garanties. Après, que ça ne vous convienne pas qu'il soit détaché, certes, mais il ne perd pas de garantie. Et voilà. Donc, il y a eu un amendement qui a été déposé un peu plus loin, mais ça on en parlera concernant le salaire. Et puis, j'aimerais revenir sur 2 petites choses. Demain, un prestataire privé arrive. Ok, c'est la cantine, c'est l'animation, c'est ce que vous voulez, parce qu'on peut tout décharger, que ce soit le privé, enfin, que ce soit la fonction territoriale, hospitalière ou l'État. Et puis, bah, il s'installe, pas de problème. Et puis, dans un mois, il vous dit, bah, écoutez, madame, moi, j'ai besoin de vous à 30 bornes d'ici. Je veux dire, vous ne dépendez plus de la fonction publique, vous dépendez d'un prestataire. Ok, le prestataire vous gère, mais... excusez-moi, il n'y a rien qui est dit que le fonctionnaire est garanti de rester sur son poste. Il est au privé. Si le privé a 5 cantines ou 5 centres de loisirs et qu'il lui manque du personnel, il n'y a rien qui empêchera au prestataire, à mon avis, de vous dire d'aller à telle ville, à tel endroit vous présenter pour embaucher le matin. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, évidemment, un agent qui ne souhaite pas aller dans le prestataire privé, il aura bien sûr la possibilité de muter. Donc, il pourrait muter dans une autre commune sans aucun problème. Donc ça veut dire que bon, il y a des fonctionnaires qui ont quand même fait des achats immobiliers en fonction de leur lieu de travail, donc ça va engendrer des frais supplémentaires. Et puis bah oui, je connais des collègues qui me disent si ma commune a fait ça, je partirai dans une autre commune. Mais qui vous dit que la commune dans quelques années va pas faire exactement la même chose? Donc c'est aussi des questions qu'il faut soulever et puis tenir compte de toute cette situation. Bernalicis. Excusez-moi, par contre, j'ai peut-être raté quelque chose. J'ai pas vu l'article qui prévoit qu'un service privé puisse être rendu public et qu'on intègre automatiquement dans la fonction publique les gens qui le composent. Parce qu'il y aurait pu avoir un pendant, on aurait pu se dire, bah, dans un sens, on va se séparer de certains services, hein, et puis on va obliger les gens à se détacher sur un CDI, et puis d'un autre côté, on aurait pu dire, bah, le périmètre de l'État ou des services publics va s'étendre à des services qui sont aujourd'hui privés et intégrer ces gens à la fonction publique. Mais non, parce que votre objectif, finalement, n'est que de privatiser et de se séparer de services publics, de réduire le périmètre des services publics. Alors le détachement d'office, en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, vous allez lui expliquer, bah, écoute, soit tu prends le CDI, soit tu mutes à 40, 50 km.
Donc qu'est-ce qu'il va faire, hein? L'opportunité qu'il a de garder son statut de fonctionnaire va lui passer sous le nez en réalité, et il va être contraint plus ou moins directement à accepter des conditions plus précaires que ce que lui permettait de conserver son statut. Et encore une fois, l'objectif, on le voit bien, il est de réduire le périmètre de l'État, de réduire le périmètre des services publics, avec un dogmatisme et un zèle que même vos prédécesseurs n'ont pas osé mettre en œuvre. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, je ne peux pas vous laisser dire que le statut sera plus précaire, puisqu'en l'occurrence, le salaire sera équivalent. Le temps passé est considéré comme du service effectif. Il ne perd pas son statut de fonctionnaire. Il est réintégré de plein droit et il peut réintégrer son administration avec un préavis de 3 mois. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il perd des garanties. Après, que ça ne vous convienne pas qu'il soit détaché, certes, mais il ne perd pas de garantie. Madame Paul-Langevin. Je pense quand même qu'on a eu des précédents qui ont été assez dramatiques. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à France Télécom. Et on ne peut pas dire que lorsque vous avez quelqu'un qui s'est engagé dans la fonction publique avec un certain nombre de garanties, et un beau jour vous lui dites vous êtes détaché d'office dans le privé, et par conséquent, si vous ne vous adaptez pas à ce qui se passe dans le privé, eh bien, on ne sait pas ce que vous allez devenir, c'est extrêmement stressant. Et je crois qu'on a bien vu qu'on a eu combien de suicides à France Télécom. Et je ne comprends pas qu'on puisse faire ça aussi légèrement et nous dire il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Suite à cette intervention, on fait un parallèle avec France Télécom et d'autres services publics qui sont devenus privés, mais essentiellement France Télécom et des suicides. Donc le ministre répond que pour lui, ça n'a strictement rien à voir, c'est pas la même situation. Mais je serais quand même d'avis à se poser cette question-là de la contrainte que les agents vont avoir de ces nouvelles conditions de travail, de ce CDI, de ces nouvelles conditions de travail, qui peut engendrer un malaise au travail et qui pourrait, je dis pas forcément amener au suicide, mais qui pourrait poser vraiment des gros problèmes. Donc je ne suis pas complètement en désaccord avec l'intervention de Madame la députée. Que le ministre réponde qu'il ne comprenne pas et qu'il n'est pas d'accord, c'est son rôle. Mais voilà. Mais il va y avoir un malaise au travail et je suis certain que ce n'est pas négligeable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le cas de France Télécom, sont des agents qui étaient des agents publics dont la structure, laissez-moi terminer, dont la structure est devenue sous un statut privé et qui avait une possibilité, c'était de faire jouer un droit d'option entre rester agent public dans une structure privée avec un régime d'extinction du statut, ce qui n'est pas le cas de ce que nous proposons, ou rejoindre le statut privé de l'entreprise, d'abord France Télécom, puis Orange. Les faits dramatiques que vous avez évoqués ne tiennent pas à la question du statut des agents. Ils tiennent certainement à des questions de management de conditions, mais laisser entendre, au détour d'une phrase, que la question d'un détachement d'office pourrait être une cause de suicide ou de risque de suicide, je trouve ça assez indécent dans une démonstration. Alors le ministre répond bien sur ce problème de France Télécom et précise bien, c'est pas ce que l'on propose, c'est pas le cas de ce qu'on propose. Mais moi j'aimerais faire un petit parallèle avec, si c'est pas France Télécom, les OPHLM. Moi je me souviens très bien qu'à une époque les OPHLM étaient publics. Et puis plus le temps a duré, plus les deux statuts se sont mis en concurrence, c'est-à-dire agent de droit privé ou fonctionnaire des OPHLM. Et puis au début, c'était ça avait à peu près cohabité. Et plus le temps passait, plus la cohabitation devenait difficile, puisque même pour les élections des représentants du personnel ou les déroulements de carrière des agents au PHLM, il n'y en a pratiquement plus. La représentativité en CT, elle comptait, elle avait une plus grande importance, aujourd'hui elle en a moins. Et le droit d'option que nous avons eu un moment chez les TOS, vous arrivez dans la fonction publique, vous gardez un droit d'option pour tourner à l'État, un jour ça c'était fini, vous y êtes, vous y restez, chacun a négocié ce qu'on voulait, mais voilà, qu'on ne soit pas dans la situation de France Télécom, je peux le comprendre. Les suicides, on en reparlera, mais dire aujourd'hui c'est pas ce qu'on propose, oui, aujourd'hui, mais demain, on n'est pas certain que la situation comme les OPHLM, on en vienne au même cas. J'en serais pas très étonné quand même. Hein. Aujourd'hui, rien ne m'étonne de ce gouvernement. Madame Paul-Langevin. Je trouve assez incroyable que vous puissiez traiter d'indécente cette préoccupation pour la sécurité et des agents. À partir du moment où il y a une possibilité, il pourrait y avoir une possibilité d'option aussi. Parce que si vous dites qu'on l'envoie dans le privé d'office, et si ça ne se passe pas bien dans le privé, s'il est licencié d'ailleurs,
pas simplement ça se passe pas bien. S'il est licencié dans le privé, à ce moment-là, on peut lui retrouver une place dans l'administration. Ça signifie que dès le départ, on peut peut-être faire ça aussi. Donc, si vous voulez, il ne faut pas être aussi sûr de soi dans un domaine qui concerne l'humain. Monsieur Latombe. Oui, merci Madame la Présidente. Il y a un autre exemple que vous ne citez pas, qui s'est plutôt pas trop mal passé. C'est la NPE, Pôle emploi. Donc il y a dans le raisonnement du ministre quelque chose qu'il faut tenir aussi, sur lequel il faut tenir compte. C'est essentiellement des questions aussi de management. C'était la façon dont c'était fait. Ce n'est pas simplement lié à un statut ou à une modification du statut. C'est aussi lié à un mode de management et qui d'ailleurs a fait l'objet de procédures judiciaires et qui ont été clairement mises en cause. Donc c'est pas simplement réducteur. Vous pouvez pas dire comme ça que. Monsieur Bernalicis. Non, mais j'apprécie la démonstration du ministre qui vient de nous prouver par A plus B qu'effectivement le management privé n'est pas vertueux en soi et que le fonctionnement privé n'est pas la panacée et que la gestion d'un ex-service public par le privé, effectivement, dans bien des cas, est pitoyable et préjudiciable à la fois pour les agents et pour les ex-usagers, futurs clients, puisque c'est la situation de bon nombre d'ex-administration. Et je crois que Pôle emploi a vécu des passages assez douloureux en termes de gestion interne et de management. Et je ne crois pas que ce soit le meilleur exemple à citer et qu'aujourd'hui, la convention d'ailleurs de gestion entre l'État et Pôle emploi n'est pas très glorieuse comme celle des CAF non plus et qu'il y a une responsabilité à la fois de l'État et du management local qui poursuit une attitude du privé managérial qui ne vise pas forcément uniquement l'intérêt général, mais aussi des enjeux d'indicateurs de performance à tous les étages. Ce qu'on a fait entrer d'ailleurs au sein de l'administration avec la logique, vous le savez, on vous le rappelle depuis le début de ce texte, du New Management Public. On comprend que ce soit ce que vous poursuivez. Nous, on vous met en garde en disant ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous êtes en train de détricoter l'État, les services publics, et ça va générer beaucoup plus de tensions et de précarité dans la société. Vous ne voulez pas nous entendre. Dont acte, je pense que maintenant, la mobilisation se fera dans la rue. Peut-être que vous recevrez davantage le message de ce côté-là. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces amendements. Tu veux reprendre? Monsieur le ministre. Juste pour dire, et peut-être rassurer Madame Paul-Angevin, mais nous faisons mieux qu'un droit d'option. Les agents sont en détachement, ils restent fonctionnaires, ils gardent le statut. Et il est prévu dans le texte qu'un agent, et je prends un exemple volontairement pour l'illustrer, une commune qui fait le choix, on le partage, on ne le partage pas, c'est un droit, d'externaliser un service de cantine scolaire et de le confier à un opérateur en DSP. Ça arrive dans plein de communes, quelle que soit leur couleur politique. Aujourd'hui, le droit fait que si vous avez des agents contractuels de droit public dans votre restaurant scolaire, le droit les oblige à rejoindre l'opérateur privé qui a remporté la DSP. Si vous avez des agents titulaires de la fonction publique dans le même restaurant scolaire, ils peuvent vous dire « je n'y vais pas ». Ce qui veut dire que vous vous retrouvez, entre guillemets, avec des cuisiniers, alors vous n'avez plus de cuisine à gérer, ce qui peut poser un problème de gestion. Le texte propose un détachement d'office. Par contre, le dit cuisinier qui se retrouve dans un opérateur privé, ce que nous proposons par la formule du détachement, c'est que, 1, si l'externalisation prend fin dans le cadre d'une fin de DSP, il réintègre. 2, si pendant la période d'externalisation, lui-même, comme tout fonctionnaire, candidate librement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires en activité ou en position normale d'activité, candidate sur un emploi public et est recruté, il réintègre et il a le bénéfice de son déroulement de carrière comme s'il avait fait les années passées dans le privé, dans la fonction publique. Donc c'est mieux qu'un droit d'option, puisque c'est une possibilité de retour sans préjudice de carrière. Le ministre prend l'exemple éventuellement d'une cantine en délégation de service public avec un cuisinier. Alors, évidemment, comme il le dit, pour les contractuels, pas de problème, puisque s'il y a une DSP, les contractuels sont repris d'office par la DSP. Ça, c'est un premier point. Concernant par exemple le chef cuistot titulaire, celui-ci a le droit, ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, le droit d'option, c'est-à-dire il acceptait ou il refusait. Aujourd'hui, on ne lui donne plus le choix puisqu'il est en délégation directe. Donc, c'est-à-dire qu'il intègre directement le privé. Mais le ministre indique bien qu'il peut, s'il le veut, candidater sur un emploi public. Alors, je me pose la question, candidater sur un emploi public à l'extérieur, pas de problème. Sur sa ville, comme je le disais tout à l'heure, la collectivité pourrait très bien dire vous candidatez sur un poste, mais vous n'avez pas le grade, vous n'avez pas le profil, tout ce que vous voulez, donc c'est facile de botter en touche, donc le gars restera dans le privé. Et puis j'ai bien réécouté la vidéo de Madame la rapporteuse qui dit bien que l'agent peut réintégrer son administration.
Donc ça veut dire derrière, je peux réintégrer son administration. Si l'emploi a été supprimé, c'est la loi de 84, article 97, sur nombre d'offices. Donc on n'est pas du tout dans la situation, d'un côté, même la rapporteure qui nous dit il peut réintégrer son administration, et de l'autre côté, le ministre qui nous dit il peut candidater à un emploi public. Donc sur sa ville, s'il candidate sur autre chose que sur son emploi, c'est certain qu'on va lui dire non. S'il va à l'extérieur, donc ça veut dire plus de kilomètres et tout ce que ça engendre, là je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire que l'agent n'est pas dans une position un peu précaire. Voilà, donc ça c'est une observation par rapport à ce que dit le ministre. Madame Paulangevin. Me permettre, Monsieur le ministre, dans cet exemple précis que vous nous donnez, par définition, la commune a supprimé sa cantine et donc elle a affecté son cuisinier à une entreprise privée. Si ça ne se passe pas bien dans l'entreprise privée, vous me dites il peut revenir. Mais il va revenir où puisque vous avez supprimé la cantine? Par conséquent, ça signifie que vous avez fait déplacer simplement dans le temps le problème, qui est qu'au moment où vous supprimez le service, soit vous permettez à cette personne de suivre dans le privé, soit sinon vous la reclassez dans le public. Si vous voulez vous déplacer simplement dans le temps, un problème qui se pose de toute manière, puisque si dans le privé ça ne marche pas, il faut qu'il puisse revenir. Donc ça ne règle pas grand-chose, votre histoire. Monsieur le ministre. Parce que dans le privé, si ça se passait mal avec son nouvel employeur, il sera dans une procédure de droit du travail et de contrôle des prud'hommes ou de l'inspection du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce choix, et je dis qu'on le partage ou qu'on ne le partage pas, c'est un choix politique d'externalisation. C'est aussi un choix qui relève de la libre administration. Et la démonstration que vous faites là pour des titulaires que je renvoie moi en termes de protection vers l'inspection du travail, elle vaudrait aussi dans ce cas-là pour les contractuels dont vous ne vous souciez pas, en tout cas par l'amendement que vous avez déposé à ce stade. Alors le ministre rappelle bien que s'il y a un problème avec l'employeur de droit privé, vous avez entendu comme moi, que ça sera une procédure au prud'homme, droit du travail. Donc imaginez que l'agent est dans le privé, fonctionnaire, qu'il a un problème, que d'un côté il engage une procédure au prud'homme, le temps que ça va durer, est-ce qu'il aura raison, est-ce qu'il aura tort, il ne sera pas réintégré, il risque d'être sur le carreau, enfin, c'est quand même quelque chose un peu incroyable. On n'est plus dans le cadre du CDD ou CDI dans la fonction publique qui dépend du tribunal administratif. Là, on est chez les prud'hommes. Donc ça veut dire nous, d'un seul coup, qui n'avions strictement rien à voir avec le droit privé au niveau prud'homal, on y rentre à plein pied. Et permettez-moi de vous dire quand même, lorsque j'entends le ministre nous dire qu'on ne se soucie pas des contractuels, en répondant à Madame la députée que son amendement ne concernait pas les contractuels, je vais dire, excusez-moi, mais Monsieur le ministre, je vous le dis, combien de mairies embauchent sur des emplois vacants des contractuels et ils ne font rien. Et vous l'avez dit dans d'autres vidéos, que lorsque l'emploi est vacant, il doit être réservé à un stagiaire, voire à un titulaire. Donc forcément, aujourd'hui, avec ces délégations de services publics, mais c'est sûr que tous les contractuels, vous les évacuez. Parce que forcément, ceux qui étaient là, excusez-moi, dans la fonction publique en tant que contractuels avant la DSP, soit ils étaient là parce qu'un agent était malade, soit parce que le poste était vacant. Donc c'était deux possibilités différentes. Mais demain, en mettant une délégation de service public, vous rejetez tout ça au privé et débrouillez-vous avec vos contractuels et faites des fins de contrat comme vous voulez. Donc, quelque chose qui est incomblé à la fonction publique vient d'être rejeté au privé en toute légalité et en disant, voyez, moi je m'occupe des contractuels. Et monsieur le ministre, je vous ai écouté plusieurs fois sur d'autres vidéos, quand vous parlez des pauvres femmes de cantine qui sont à la précarité, que ceci, que cela, est-ce que vous croyez que la délégation de service public, c'est quelque chose d'avantageux pour eux? Non, excusez-moi, vous ne faites que renforcer la précarité. Mais vraiment, ces pauvres femmes qui sont à temps partiel, c'est lamentable. Moi je vous le dis aussi, c'est lamentable de ce qu'on va faire avec ces gens contractuels qu'on veut qu'on intègre dans la fonction publique. Enfin, voilà. Je vous remercie pour ces longs développements. Nous allons passer au vote. Ces deux amendements de suppression ont reçu des avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Amendement pouvant faire l'objet d'une discussion commune, le 802, Monsieur Molac. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, ce que nous contestons, en fait, c'est cette affaire de peuvent être détachés d'office.
Bon, vous avez rappelé à juste titre France Télécom, où finalement les personnes qui étaient à France Télécom avaient le choix effectivement entre garder le statut de fonctionnaire ou de assimilé et un statut de droit privé. Alors j'ai bien vu qu'il y a un certain nombre de garde-fous, mais ce détachement d'office nous gêne quelque peu. Je vous remercie, Madame Paulin-Juin, pour le 505. Alors, cet amendement est un amendement de repli qui vise à empêcher le détachement d'office d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son service ou de sa mission. Avec cet amendement, le détachement ne sera possible qu'à la demande du fonctionnaire concerné ou au moins avec son accord. Les députés socialistes s'opposent à ce qu'on puisse contraindre un fonctionnaire à être détaché d'office dans le privé en cas d'externalisation de son service ou de ses missions. Il doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, pour ces deux amendements, c'est un avis défavorable, parce qu'en réalité, si on enlève le caractère d'office de ce détachement, on retourne dans la disposition légale qui existe aujourd'hui de détachement simple, qui existe déjà. Donc, on conserve notre disposition. Madame la rapporteuse, en 30 secondes, balaye le droit d'option du fonctionnaire, à savoir d'être détaché à sa demande. Mais là, non, ça sera d'office, puisque de toute manière, c'était l'état d'esprit de la loi. Et voilà, donc, vous voyez, en moins de 30 secondes, on balaye cette disposition super importante de dire, ben non, le gouvernement n'est pas d'accord, il veut un détachement d'office et pas la demande de l'agent. Ça, c'est un truc incroyable. Ça a duré, 30 secondes en tout et pour tout. Monsieur Bernalicis. Oui, merci de rappeler que le détachement simple est déjà possible en droit actuel. Donc, c'est pas... Voilà, vous voulez mettre un élément de coercition pour les fonctionnaires qui n'existaient pas jusqu'à présent, et vous nous parlez ensuite de liberté, de libre arbitre, de flexibilité, de souplesse, de je sais pas trop quoi. Non, c'est la souplesse de l'employeur public de se séparer plus rapidement d'un fonctionnaire. Et s'il doit le récupérer, qu'il a plus de poste, c'est quoi? Ça va retomber, si c'est un fonctionnaire territorial, sur les bras du centre de gestion, c'est ça? Et la personne va être en souffrance, on va pas préparer sa reconversion, on va pas lui proposer de formation, et puis ça va finir quoi? En arrêt maladie, c'est ça? C'est ça l'objectif? Moi, je pense que c'est pas très reluisant, et on voit bien l'articulation avec toutes les autres dispositions qui visent à dire à la personne, bon, écoute, si tu t'en vas de la fonction publique, tiens, voilà, on te propose un petit pécule, on te propose de faire autre chose, bye bye, ciao. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit une forme de management moderne. Madame Paulin-Juin. En fait, je trouve que supprimer le mot d'office est quelque chose qui est vraiment simplement équitable, parce que dans la réalité, vous avez quelqu'un qui est, mettons, cuisinier dans une cantine. Bon, on lui dit, on externalise la cantine. Pour reprendre l'exemple que filait Monsieur le ministre tout à l'heure. Eh bien, si son job, il est dans une commune donnée et il travaille à la cantine, il sera peut-être très content de pouvoir rester à être cuisinier dans sa cantine à l'endroit où il travaillait avant. Donc, dans la plupart des cas, les gens seront plutôt contents d'avoir une solution. Ce qui est gênant, c'est ce côté d'office, c'est-à-dire, moi je vous dis, je ne peux pas travailler dans le privé, et on est contraint de le faire. Et je pense que ce n'est pas dans l'esprit de la loi du statut habituel des fonctionnaires que de les affecter d'office sur un poste. Je vous remercie. Je mets aux voix ces amendements donc successivement. Le 802 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 505 qui a reçu des avis également défavorables, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Monsieur Molac pour la présentation de l'amendement 804. Oui, défendu. Madame la rapporteure. Défavorable. Je le mets aux voix, qui est pour. Monsieur le ministre. L'amendement de M. Molac complète à nos yeux le dispositif. Le dispositif que nous proposons dit que si un agent public fait l'objet d'un détachement d'office, sa rémunération est garantie au même montant que la rémunération qu'il percevait dans l'établissement public pour qui il travaillait. M. Molac propose que si cet agent public arrive dans une société privée au sein de laquelle le poste qu'il occupe est normalement mieux payé que ce qu'il était payé dans le public, il y a une logique d'égalité salariale vis-à-vis des salariés du secteur privé qui l'a rejoint. Donc le gouvernement est plutôt ouvert à cette deuxième protection pour l'agent public. Première protection de maintien de la rémunération par rapport à ce qu'il avait dans le public, et deuxième protection d'égalité salariale par rapport à ses nouveaux collègues du secteur privé. Donc c'était favorable.
Donc le gouvernement émet un avis favorable à l'amendement 804 de M. Molac. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Dans l'amendement que le gouvernement soutient sur le maintien du salaire, c'est ce que j'avais dit en début de vidéo, on nous dit que le texte disait que le salaire est maintenu. Et dans ce second amendement qui a été déposé, on nous dit que si l'agent est transféré dans le privé, il aura le salaire équivalent à ce que toucherait quelqu'un du privé. Donc en clair, je suis dans une grosse cantine, j'ai par exemple, si je n'ai qu'un cuisinier et que s'il est transféré de la fonction publique, je garantis son salaire, mais imaginons qu'on mette 2 cuisiniers, que la société privée estime que il m'en faut un deuxième. Donc il y en a un qui est payé, je dis une bêtise, 2 000 €, et puis celui de la fonction publique est payé 1 500 €. Dans ce que vient de dire le ministre, c'est de dire, si le salaire est de 2 000 € pour le privé, dans la fonction publique, la personne devrait aussi toucher 2 000 €. Ça, c'est ce que dit l'amendement, c'est ce que veut dire le ministre, et est-ce que ça passera? Donc maintenant, j'imagine mal, parce que quand même, qui paye le salaire dans ça? Donc voilà, il faut se poser la question, mais j'imagine mal le privé dire, tu es fonctionnaire, mon cuisine dans le privé touche 2 000 €, toi t'en touches 1 500, c'est ton salaire de base, je vais te rajouter 500 €. Et j'ai un peu du mal à y croire. Parce que forcément, on trouvera toutes les subtilités pour dire oui, mais il a 10 ans, il a 15 ans d'ancienneté, ou il a tel CAP ou tel BEP. Enfin, je pense qu'on trouvera toutes les raisons du monde pour surtout pas lui donner ces 2 000 €. J'y crois pas un seul instant. Ça sera le texte, mais forcément, j'imagine pas le privé payer plus cher un fonctionnaire à qui on garantit son salaire, même s'il y a cet amendement et que le gouvernement le soutient. Vraiment, j'ai hâte de voir toutes les raisons possibles, inimaginables que va sortir le privé pour ne pas payer ces différences de salaire. Madame Paul-Angevin sur l'amendement 506. Alors, il s'agit ici de permettre aux fonctionnaires détachés en cas d'office, en cas d'externalisation, de demander la fin de son détachement pour pouvoir réintégrer son corps ou son cadre d'emploi d'origine. Parce que l'article 28 permet d'obtenir la fin du détachement sans certitude de pouvoir réintégrer son corps ou cadre d'emploi d'origine. Donc, nous pensons que le fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché en cas d'externalisation de son emploi. Et le contrat de détachement revient à nier les principes fondamentaux sur lesquels repose notre fonction publique. Je vous remercie. Madame la députée fait une parenthèse sur la réintégration de l'agent suite à une délégation de service public. Nous sommes bien d'accord que lorsqu'il y aura une DSP, l'agent sera transféré d'office. C'est ce que dit le texte. Maintenant, la DSP peut être signée pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il est prévu que si le prestataire part au bout, par exemple, de 5 ans, que le prochain prestataire reprenne le personnel, donc dans la continuité. Et ce n'est qu'en cas de, par exemple, licenciement économique, qu'il y aura réintégration d'office du personnel. Hein. Je précise bien, hein, parce que le prestataire ou le cahier des charges qui sera mis en place pour un certain nombre d'années peut être repris par plusieurs prestataires, ce qui fait que le fonctionnaire peut connaître plusieurs prestataires différents détachements. Voilà. Madame la rapporteure. Toujours pas, c'est bon, ça y est. Votre amendement me semble satisfait par la rédaction actuelle. Je vous demande donc le retrait ou à défaut, avis défavorable. Je vous remercie. Madame Paul-Angevin, vous le retirez? Non. Donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement rédactionnel de la rapporteure, le 651. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 652 rédactionnel également. Même avis, même vote. Et le 653, même avis, même vote. Monsieur le ministre, pour la présentation de l'amendement 863. C'est une coordination pour les agents mis à disposition d'entreprises privées du détachement d'office. Madame la rapporteure, pour cet amendement du gouvernement? Favorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 28 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Vous constaterez comme moi que cet article a été adopté au bout de 17 minutes et je crois 20 secondes. Donc, en toute tranquillité, on a fait passer un article super important pour les 3 fonctions publiques.
sans trop de difficultés. Alors j'avoue que moi-même, siégeant dans des instances aussi importantes, c'est exactement comment ça se passe. Vous déposez des amendements, si c'est bien défendu, ou s'ils n'ont pas du tout envie de vous donner un avis favorable, ça passe comme une lettre à la poste. Et là, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Vraiment, quand vous voyez la rapporteuse, et je crois qu'elle est intervenue aussi au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau d'une question écrite, elle défend bec et ongles cette réforme. Voilà, elle y était à 200% favorable. Ça ne m'a pas étonné de la retrouver en tant que rapporteur de la loi. Mais voilà, en 17 minutes, on a réglé les prestataires privés qui vont rentrer dans la fonction publique. Pour les 3 fonctions publiques, je parle bien, ça veut dire que demain, on parle fonction publique territoriale, mais on peut parler demain de la fonction publique hospitalière, on peut parler des EHPAD, on peut parler de l'État. Enfin, on peut maintenant déléguer n'importe quel service dans le privé sans aucun problème. Même un service RH peut se faire déjà. On avait déjà dans la fonction publique, il y a très très longtemps, une mairie qui l'avait fait. Ça avait déjà crié au scandale, mais maintenant ça devient quelque chose de courant. Voilà, voilà. Pour terminer ce complément d'information, chers collègues, le 9 mai, nous avons une grève qui pour moi est très très importante puisque c'est un rejet de la loi de la transformation. Alors, il y a plusieurs mesures différentes, hein. D'autres sont peut-être favorables, entre parenthèses, aux contractuels, d'autres sont très défavorables aux fonctionnaires, d'autres sont aussi très défavorables aux habitants de certaines villes et même au niveau des hospitaliers. Donc, je ne peux que vous inviter massivement à venir manifester, bien sûr. Et comme nous l'avons proposé au niveau de notre département des Yvelines, de faire des villes mortes, c'est-à-dire que inciter les agents, dire bah, écoutez, voilà, si on ne se rend pas compte ce qu'est la fonction publique, et ben oui, fermez vos services. Quand on fermera les écoles, les cantines, les crèches, les haltes-garderies, tout ce qu'il y a dans une fonction publique, et ben peut-être que les gens se rendront compte quelle est l'importance d'avoir des services publics et qu'ils soient gérés par les fonctionnaires, parce que demain, lorsque ça sera géré dans le privé, ben, on pourra dire que voilà, on a attiré leur attention. Donc ville morte est un bon slogan pour que le maximum d'agents prennent conscience que bah, cette loi de la transformation est une calamité pour nous et que voilà, on la refuse dans son ensemble. Je ne vous parlerai pas des fusions de CHSCT, de CT, enfin de tout ce qui va se produire derrière, des centres de gestion, enfin des transformations, tout ce que vous voulez. Je veux dire, aujourd'hui, on casse un modèle qui fonctionnait très bien, qu'il fallait peut-être améliorer, mais casser à ce point-là, sachant que j'ai même moi-même assisté au Conseil commun avec Olivier Dussopt, avec la délégation FO, et on a tous voté, tous les syndicats présents ont voté contre ce texte, et malgré tout, aujourd'hui, on le retrouve à l'Assemblée nationale. Bon, après, il y a encore un autre cheminement. Alors, je ne dis pas que les sénateurs vont l'amender différemment, mais pour l'instant, je vois bien que l'article 28, qui est quand même assez important, voilà, il passe sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, bonne réflexion.